Ravi de vous accueillir. Merci Fabrice de faire un détour par le livre sur les quais. Et comme auteur français, heureux d'être là, je sais, parce que tous les auteurs français se disaient la même chose. En France, encore aucune manifestation autour du livre. La Suisse, en fait, inaugure la saison des salons. On espère qu'elle va reprendre le plus vite possible. Fabrice Midal est venu nous présenter comment rester serein quand tout s'effondre. Vous avez même accéléré, je crois, la parution, en fait, pour Morges. Le livre est sorti pour Morges, mais il ne sortira en librairie que dans 15 jours. Mais l'éditeur l'a poussé, l'impression, pour être à temps, pour être là aujourd'hui. Et pas mal, hein? C'est dire mon souci de cette extraordinaire manifestation, le livre sur les quais à Morges. Voilà. Et qui me tenait très à cœur. Vous pourrez vous procurer des livres et dédicaces. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Fabrice, dédicaces après. Et là, vous pourrez crâner auprès de tout le monde parce que personne n'aura le livre à part vous. Pendant 15 jours. Vous pourrez le revendre très très vite et très très fort. Ceci dit, voilà, petite info pratique, ceux qui souhaitent le livre resteront dans la salle. Et puis les autres qui ne souhaitent pas une dédicace pourront sortir de la salle. Enfin, je vous donne des infos pratiques un peu comme elles me sont arrivées. Désolée. À partir de là, on va pouvoir passer aux choses intéressantes. La présence de Fabrice Midal. Alors, je vais quand même essayer de le présenter, même si je pense qu'étant là, vous savez qui est Fabrice. Fabrice philosophe, Fabrice auteur, Fabrice aussi porteur de la méditation en ayant créé l'école occidentale de méditation avec des antennes à Genève, à Lausanne et à Neuchâtel, avec possibilité récemment découverte pendant le confinement de méditer à distance. C'était quelque chose auquel vous ne croyiez pas forcément, Fabrice, et puis finalement vous y avez pris goût. Comme quoi? Absolument. Une des grandes découvertes du confinement, c'est faire des cours, comme on appelle ça maintenant, distanciels en direct. Et je pensais que ça serait vraiment pas évident d'enseigner la méditation de cette manière-là. Et ça a été vraiment, ça marche très bien. S'il y en a que ça intéresse, j'en commence juste un en ce moment. J'ai fait le premier cours hier, et donc les cours sont en direct, ça dure 1 heure. Il y en a 6, tous les 3-4 jours. Et puis après, les gens vous pouvez les regarder pendant 1 mois et demi. Mais ce qui est vraiment étonnant, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comme ça, il y a un cours qui dure tous les 2-3 jours, on a le temps d'intégrer et d'apprendre à méditer et voir l'impact que ça a au quotidien. Là, le cours qui commence juste, c'est comment entrer en amitié envers soi. Et au fond, j'essaye de trouver un chemin, et puis avec des exercices différents, de jour après jour, qui permettent de voir comment comment la méditation a du sens dans sa vie. Parce qu'au fond, on pourrait dire, la méditation, il y a 15 ans, on ne comprenait pas trop ce que c'était ce truc. Et puis maintenant, on a commencé à comprendre, et les questions ont changé. Et je crois que la question pour beaucoup de gens, c'est d'accord, mais comment concrètement ça va m'aider dans ma vie? Et cette question, elle est vraiment réelle, et ça m'a beaucoup conduit à changer la manière que j'ai de transmettre la méditation. En gros, il y a une dizaine d'années, la méditation, c'était on observe son souffle, on regarde ses pensées passer comme des nuages dans le ciel, on essaye de rester immobile. Et on s'endort. Et c'était chiant. Ouais, vous allez dire ça. Et moi, j'allais dire, et on trouve que c'est assez chiant, et il ne se passe pas grand-chose. Et peut-être on s'est trompé, peut-être c'est pas du tout ça la méditation. Peut-être on a confondu le doigt qui montre la lune avec la lune. Et à un moment, oui, je me suis dit, c'est ça va pas. Les gens, j'enseignais la méditation, et les seules questions que j'avais, c'est est-ce qu'il faut que je mette ma tête comme ça, et mes yeux, il faut qu'ils soient ouverts et fermés? J'avais toujours envie de dire, mais on s'en fout. Mais les gens avaient peur de mal faire, et je me suis dit, mais au fond, c'est ça, on est obsédé par le doigt, et du coup, on n'arrive plus à voir la lune. Et peut-être il faut faire l'inverse, il faut commencer par regarder la lune, et après on verra quel doigt on choisit pour la regarder. Mmh. Et donc, cette situation, et le travail que j'essaye de faire, c'est trouver des manières peut-être plus concrètes d'apprendre à méditer, et comment la méditation peut nous aider. Et puis on n'a pas tous besoin de faire exactement la même chose pour toucher la méditation, parce que certains d'entre nous
on est stressé, d'autres on a peur, d'autres on est coupé de ses émotions. Il y a un point commun, pardon, on se pose quand même. Il y a un moment où on se pose physiquement. On peut le faire, on peut faire 2 minutes de méditation. Faire 2 minutes de méditation. Alors quand on dit Maintenant on fait, ouais, tout de suite, parce que là vous dites, on se dit ah merde, on va pas y arriver. J'y arrive jamais. Qu'est-ce qui va nous? Non mais bougez pas, parce que dès qu'on dit on va méditer, tout le monde dit oh, mon Dieu, comment il faut que je fasse? Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc déjà c'est foutu. On voit bien déjà comment on a raté notre coche, parce que on a raté le coup, parce que dès qu'on dit méditation, tout le monde dit oh, non mais c'est tout simple. Vous allez voir. Première chose. Est-ce que vous pouvez juste essayer, là où vous êtes, de juste écouter? De juste écouter. Voilà, on entend des petits bruits, vous entendez ma voix. De juste commencer par juste entendre. Voilà, ça c'est une première entrée dans la pratique. Puis après, peut-être vous pouvez sentir que vous pouvez essayer de trouver de la force en étant là où vous êtes, en vous posant. Vous êtes tous assis et juste essayer de vous poser sur votre siège, de vous synchroniser, d'être là où vous êtes. Puis peut-être après, troisième point d'appui de la pratique, vous sentez votre respiration. Mais vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur votre respiration ou quoi que ce soit, mais juste l'air entre, vient, va. C'est comme les vagues de la mer. Il y a un mouvement. Et dans la présence, elle est animée. Vous êtes là, mais c'est vivant, c'est animé, il y a la respiration, ça bouge. Puis il y a une ouverture qui se dégage, il y a de la place. Vous pouvez être avec ce qui vient. Donc là, il y a comme un quatuor. Vous entendez, vous êtes assis, vous sentez le mouvement de la respiration, puis vous êtes ouvert à ce qui est. Voilà, c'est tout simple. Voilà un petit exercice de méditation. Vous voyez, c'est pas. On en a perdu très combien compliqué. Là merci parce que c'est effectivement. C'est tout simple. Juste, Oui, c'est juste ça. On peut le faire. On peut faire dans le train. On peut faire avant une réunion. On peut faire. On attend que le serveur nous amène une tasse de café. Mais c'est un changement profond. On écoute, sans jugement. On se pose. On trouve une certaine force. On sent la respiration. Puis il y a un sens d'ouverture. Vous voyez, c'est tout simple. Et comme il n'y a pas un truc à réussir, il n'y a pas à essayer d'être zen. C'est le fameux foutez-vous la paix. Enfin voilà, pour revenir à un des bouquins que vous avez écrit, c'était le foutez-vous la paix, c'est-à-dire même si vous n'y arrivez pas, c'est pas si grave. Les injonctions, ça suffit. Mais maintenant, disons, foutez-vous la paix, ça c'était une étape. Et disons maintenant, mon nouveau engagement, c'est important de se foutre la paix, d'enlever les injonctions qui nous rendent tout impossible. Mais après, concrètement, comment on fait? Et donc, quand je faisais foutez-vous la paix, j'aurais fait un exercice où je dis foutez-vous la paix, ne faites rien, laissez tomber toute injonction, là où vous êtes, c'est bien. Mais là, c'est comment il y a 4 forces qui nous aident. Après, j'en ai des dizaines de méditations mais en voilà une première. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des ancrages concrets qui font que, d'un certain point de vue, c'est même pas une question de méditation, mais peut-être c'est plutôt comment trouver une forme d'assise qui nous donne de l'allant et de la force et qui nous aide à guérir ce qui est blessé en nous. Peut-être que le mot méditation, il devient même trop lourd, ou il manque peut-être de légèreté, puisque je sais que vous aimez la légèreté. Peut-être que le mot méditation, il est trop lourd aujourd'hui pour porter le sens profond de ce dont il est question. Il y a des connotations, voilà, dont il faut peut-être aujourd'hui s'alléger. Mais c'est simple. Méditer, c'est simple et ça change tout. Donc, foutez-vous la paix, c'est une étape par rapport aux injonctions. C'est-à-dire qu'on fait l'exercice qu'on a fait, mais si vous dites, mon Dieu, j'y arrive pas, peut-être qu'il faut que vous foutiez la paix. Mais peut-être vous sentez autre chose. Peut-être que vous sentez que vous sentez submergé par des émotions. Donc là, c'est encore autre chose qu'il faut faire. Il faut peut-être rencontrer nos émotions et voir comment les rencontrer d'une manière intelligente. Donc il y a plein d'exercices différents qu'on peut faire. Je ne vais pas toutes les guider ici, c'est pas vraiment le lieu, mais ça qui m'intéresse,
c'est qu'il y ait des dizaines de méditations pour les différents problèmes qu'on a dans nos vies. Et des fois, on a peur des autres, des fois, on a du ressentiment, des fois, on est blessé. C'est pas tout à fait la même chose qu'on a besoin pour voir la lune. Et c'est ça qui importe. Et qu'est-ce que c'est donc alors méditer? C'est trouver une forme de sincérité qui nous permet de nous mettre en rapport à ce qu'on sent, à ce qu'on vit avec honnêteté. C'est pas d'essayer. On identifie la méditation avec le fait qu'on serait zen. Mais c'est très culpabilisant d'être zen. Et c'est très abstrait d'être zen. Ça ne veut pas dire grand-chose d'être zen. Si on est en colère, on est en colère. Si on est enthousiaste, on est enthousiaste. Si on a peur, on a peur. C'est en entrant en rapport à ce qu'on vit qu'il y a une possibilité de le transformer. Mais il faut rencontrer... Des fois, nos émotions, c'est peut-être un peu comme des petits chiens. Notre réaction première, c'est de leur lancer une paire de chaussures à la figure. Mais du coup, ils vont juste être de plus en plus violents et vouloir envie de nous mordre. Ou alors... mais il faudrait plutôt prendre nos émotions comme un petit enfant qu'on prend dans ses bras, qu'on écoute, avec qui on parle. Et s'il est triste, on l'apaise. Et s'il est en colère, on l'apaise. Et à ce moment-là, vous voyez, ça changerait beaucoup notre relation. Et donc la méditation, c'est plutôt cette attitude-là, avoir une relation comme avec un enfant de nos émotions, plutôt que ce petit chien auquel on fait juste lancer notre chaussure parce qu'on ne veut pas qu'il aboie. Alors, je sais qu'on a 1 heure, que c'est long, mais qu'en même temps, c'est très court, vu le nombre de choses qu'on a à se dire. J'espère qu'à la fin, vous direz c'est court. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ça serait bon signe qu'on réussisse à ça. C'est un peu le défi. Nous, on a un peu la pression. Ouais. C'est un peu notre défi. Je lance un mot, parce que c'est important, c'est un mot important, qui figure dans le titre, ou presque, enfin en tout cas, de votre dernier livre, c'est la sérénité. Parce que tout ça... Est-ce que effectivement le Graal, c'est pas la sérénité? Voilà, vous dites comment rester serein quand tout s'effondre. Sérénité, serein. Est-ce qu'on y arrive bien tous quand ça va pas? Peut-être parler de l'effondrement avant de parler de la sérénité et de l'effondrement. On parle tous de la même chose. On parle de ce qu'on vient de vivre ces derniers mois. On parle des difficultés collectives, des difficultés individuelles quand on a tous au faire et au prendre des trucs qui coincent et qui vont pas. C'est pas seulement la situation du moment, c'est toutes les difficultés. C'est clair. On vous apprend que vous avez une grave maladie, quelque chose vous tombe sur la tête, on a peur. Notre monde s'effondre, le monde collectif, voilà. Notre monde individuel. Voilà. Donc, il y a une difficulté. Que le monde s'effondre, aucun être humain ne peut vivre sans que ça lui arrive dans sa vie. Ça arrive à tout le monde. Et cet été, je dirigeais un séminaire et à un moment... On a fait un exercice et les conditions étaient tout à fait favorables et il y a eu un moment de très grande sincérité et chacun racontait une sorte de grande épreuve qu'il a vécue. Et tout le monde racontait des choses, mais j'étais étonné des gens que je connais depuis longtemps qui vous annoncent, qui vous racontent que... Moi j'étais dans un groupe, on était une dizaine de personnes, il y a une personne qui vous raconte que sa mère s'est suicidée, je ne le savais pas, ça fait 10 ans que je la connais. Quelqu'un d'autre vous raconte que... sa grand-mère, enfin, je ne vais pas tout raconter, mais quand on parle avec les gens, on se rend compte que tout le monde a vécu des épreuves profondes. Mais évidemment, dans la vie de tous les jours, quand on parle à sa boulangère, on ne lui demande pas tout ça, on n'a pas ça. Donc on finit par croire que ça n'arrive pas, que c'est des choses qui n'arrivent jamais ou qui n'arrivent qu'à nous. Mais c'est quelque chose de très profond. On a tous, tout être humain dans sa vie a vécu des épreuves, et ça fait partie de la vie. Et toute là, ce qui est particulier, pardon, ce printemps, c'est que on sentait bien tous qu'on était fragilisés. C'est clair. Et là, il y a une unité d'effondrement. Enfin, je sais pas. Et cette unité d'effondrement révèle quelque chose de très profond de la condition humaine. Et que lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité de génération en génération, chaque génération a vécu aussi un effondrement. Nous avons vécu la crise sanitaire, mais mes grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et... À la différence, pardon Fabrice, qu'on avait peut-être oublié notre fragilité. Oui, parce que chaque génération fait qu'on oublie. Parce que quand je parle à ma boulangère, j'ai l'impression que ma boulangère, elle va toujours bien. Et que c'est que quand il y a un moment un peu singulier qu'on se parle de cœur à cœur et qu'on se rend compte qu'on a tous traversé des épreuves. Et on se rend compte que la dignité de l'être humain, la beauté d'une vie humaine, c'est pas... comme on finit par le croire, une vie dans laquelle tout va toujours bien tous les jours.
Mais une vie humaine, c'est une vie qui accepte qu'il y a des épreuves qui nous invitent à inventer de nouveaux possibles, à nous reconstruire, même, et que ça fait partie de l'existence, et que des fois c'est dur, et des fois on n'y arrive pas, mais c'est ça la vie. Et je ne crois pas dans un modèle de sagesse ou de sérénité qui prétendrait qu'on pourrait éviter, escamoter cette vérité de l'existence, mais je crois qu'il y a une forme de sérénité qui nous apprend qu'il y a quelque chose à faire avec les épreuves de la vie. C'est ça ce que j'appelle la dimension très concrète que je voudrais retrouver de la méditation. Comment concrètement on fait? Et après, là, j'ai pas la réponse, mais je sais que le chemin, il est par là. C'est très différent. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, voilà, moi, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas vous dire. Mais je sais que le chemin, et c'est ça dont je parle dans mon livre, c'est quel est le chemin qui fait qu'on n'est pas découragé, mais qu'on a l'espoir de pouvoir traverser les difficultés et apprendre quelque chose d'elles. Et la sérénité, c'est pas les plumes du canard avec l'eau qui glisse dessus. La sérénité, c'est être capable. Alors, je vous ressors. Elle lui a beaucoup plu, donc je vous la partage aussi. Une phrase de Sénèque que j'attendais de trouver dans ce livre qui finalement n'y est pas, mais peut-être ce sera dans le prochain. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sénèque. C'est beau, hein? Et c'est ce livre, en fait, c'est ce que dit ce livre. C'est clair, c'est ce que dit ce livre. On veut que la sérénité, c'est il ne pleuvra plus jamais. Et donc on dit, tout ce que vous dites, j'en ai rien à faire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il pleuve plus jamais? Et la vraie sérénité, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bon, l'image, elle est très belle, elle est presque trop belle, mais elle pointe quelque chose de très fondamental. Mais il faut un entraînement, pardon. Il y a un entraînement parce que on a tous vécu un peu des épreuves. Est-ce qu'on apprend la sérénité? Est-ce qu'elle peut s'apprendre? Ah, bien sûr, la sérénité peut s'apprendre. Ça, c'est, je dirais même, il y a qu'une seule, je dirais même, elle ne peut que s'apprendre. Enfin, je ne crois pas qu'il y a des gens qui ont une sérénité innée. Je pense qu'elle s'apprend. Et que malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, c'est le contraire de cette sérénité, puisqu'on nous apprend... dans le livre, je raconte cette anecdote, mais enfin, je raconte l'histoire de Hansel et Gretel. Vous connaissez Hansel et Gretel. Mais je trouve que ça reflète bien quelle est la sérénité. Hansel et Gretel, c'est chacun d'entre nous. On est dans la merde, on se retrouve dans la forêt, on est perdu, notre monde s'est effondré, on ne sait plus quoi faire. On dit, chouette, il y a une maison qui est là, je vais pouvoir être content. Et elle est en pain d'épices, en bonbons, en gâteaux, en chocolat. Alors on est content, on mange, et on finit par s'empiffrer de tout en pensant que c'est ça la sérénité. Ça nous fait du bien, on jouit du moment présent, c'est ça. Et en fait, on est juste en train de s'engraisser et d'être prêt pour que la sorcière, elle nous bouffe. Et donc je pense que ça, c'est comme ça qu'on nous présente la sérénité, et ça nous apprend juste l'impuissance. Et au fond, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est l'idée de la sérénité comme une forme de bien-être qui nous réconforterait. Ça, c'est tout le discours sur le moment présent. Il faut que je jouisse de chaque moment. Je finis juste ça. Et en réalité, ce que fait un moment Gretel, c'est qu'elle se rend compte que là, ça ne va pas aller du tout. Elle est de plus en plus impuissante, et que si ça continue comme ça, la sorcière, elle va les bouffer. Et donc, elle décide de faire exactement l'inverse. Elle décide d'être de plus en plus claire sur ce qui se passe. C'est ça la sérénité, l'étymologie de sérénité. C'est ça que je l'ai gardé malgré qu'on entend le mot dans un sens inverse. La sérénité, c'est comme dans le mot sérénade, la musique qu'on joue quand il fait beau temps, c'est la clarté du jour, c'est la clarté de l'esprit. Et la sérénité, c'est une forme de clarté, c'est une capacité à voir la situation. Alors Gretel, elle commence à voir que là, ça ne va pas aller du tout. Elle a beaucoup de présence d'esprit, et à un moment, elle se rend compte, là, il faut qu'elle fasse quelque chose, et elle pousse la sorcière dans le four, et elle se barre. Et je crois que c'est ça, la sérénité, c'est mettre la sorcière dans le four et se tirer. Et donc, c'est ça que je vous invite à faire. C'est non pas vous enfermer dans la maison à bouffer encore plus de pain d'épices, mais vous tirer parce que vous avez la lucidité
Et Gretel, elle a traversé une épreuve avec intelligence. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Cette sérénité, c'est être aussi capable de construire son arbre en dépit des circonstances extérieures. C'est ça, en fait, c'est de se construire son petit biotope intérieur qui fait que, grosso modo, on est atteint, on a du chagrin, mais qu'en même temps, la fondation, elle est là, et puis on arrive à avancer. C'est à peu près le boulot d'une vie, donc. Hein. Oui, avec ceci. Donc là, ce que vous montrez, c'est un point très important aussi. Ça, c'est pour. Ce que vous décrivez, c'est on a besoin d'un espace de sécurité à partir duquel on peut prendre le risque d'entrer dans l'inconnu. Et je trouve que on n'arrive pas à articuler les deux souvent. On pense, soit je reste dans ma sécurité, mais au bout d'un moment, j'y suis enfermé, soit je prends un risque, je sors, mais ça finit par être paniquant. Ça finit par être trop dur. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée des gens qui disent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je trouve ça trop imprécis. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être dans une zone de confort dans laquelle on se sent confiance, je me sens en sécurité, je me sens confiance, et à partir de là, je peux mettre en question des manières dont je suis enfermé. Enfermé par ma jalousie, par mon avarice, par ma peur, par je ne sais quoi. Je peux essayer de lâcher ça, essayer de m'ouvrir davantage. Mais je m'ouvre parce qu'il y a aussi de la confiance. Et donc il y a une sorte de dialectique ici entre sécurité et ouverture. Donc votre image est tout à fait juste. J'ai un espace dans lequel je me sens bien, et à partir de là, je peux sortir. Ce qui est intéressant, c'est quand je suis juste dans mon espace de sécurité que je ne veux plus sortir, cet espace de sécurité se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit, et au bout d'un moment, plus rien ne peut s'ouvrir. Mais si je m'ouvre trop, à un moment, c'est trop dur. Donc, chacun a trouvé un équilibre. Et au fond, la sérénité, c'est quel est l'équilibre que je peux trouver. Mais, je dirais aussi, ça c'est un point. Et donc, une fois que j'ai cette force-là, de trouver cet équilibre, ce qui est important, c'est la sérénité, c'est d'accepter de traverser la difficulté ou la nuit. Vous avez un projet que vous voulez construire, à un moment vous sentez qu'il ne faut pas le faire, vous êtes dans l'insécurité, et la sérénité, c'est d'assumer cette insécurité. C'est ça le paradoxe, qui est absolument central. Si on comprend ça, vous avez compris ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est l'essentiel. Le paradoxe, c'est que la sérénité, c'est d'accepter à un moment, vous dites, il n'y a pas de raison, je ne comprends pas, j'ai peur, je ne sais pas, mais je reste là. Je traverse cette difficulté-là. Et si vous faites ça, et là, il y a une sérénité parce qu'il y a une forme de clarté. Vous ne savez pas d'où elle vient, mais il y a une forme d'intelligence plus grande que vous. Et que tous les gens qui ont traversé des épreuves savent. Et après, on leur dit, mais t'as été courageux, comment t'as fait pour t'occuper de ta mère qui était en fin de vie, qui était si malade? Je ne sais pas comment j'ai fait. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et c'est ça. Et donc la lucidité, la sérénité, c'est que vous avez quelque chose en vous qui est plus grand que vous, auquel vous avez fait confiance. Et c'est ça, la sérénité. Et donc la sérénité, d'un certain point de vue, j'ai bien conscience que j'essaye de définir, que je montre. Le chemin que je présente, c'est le contraire du chemin qu'on présente habituellement. Le chemin habituel, c'est la maison d'Hansel et Gretel. C'est je vais être en sécurité tout le temps, il n'y aura plus de problème, j'aurai plus de problème. Ça, c'est un mensonge. Ça n'existe pas et ça nous rend impuissants. Il faut que j'accepte une certaine insécurité et c'est la sérénité qui me permet d'accepter cette insécurité, de savoir que j'ai la force de pouvoir la traverser. Même si là, aujourd'hui, je ne vois pas comment je vais faire. Ça, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye de présenter dans mon livre. Et je crois que ça, c'est la clé, c'est la vraie clé d'un vrai bonheur. Et qu'on va un petit peu tous avoir besoin de force. On a tous Voilà. besoin de force. On a Et tous donc, besoin. on a tous besoin de se reconnecter avec un savoir. Et ce que je dis, au fond, c'est un peu surprenant, mais au fond, je suis sûr que vos grands-mères, elles vous ont tous dit la même chose. Parce que c'est ça que me disait ma grand-mère, qui a vécu des événements terribles, mais les gens qui ont vécu savent et nous ont transmis ça, mais on l'oublie. Et donc, au fond, ce que je dis, ça a aussi quelque chose d'un bon sens originaire dont parlent les contes, dont parlent les grands-mères.
Si vous êtes d'accord, Fabrice, on n'avait pas forcément prévu les choses dans cet ordre-là, mais ça va pas être simple de vous donner la parole, mais j'ai quand même envie, je ne sais pas si vous partagez, Fabrice, parce qu'on vient de dire des choses voilà, qui sont le cœur du livre, et on va quittancer le message. Non, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire, sur ce que Fabrice vient de partager, sur cette notion de sérénité et autres? Est-ce que vous avez des choses, des témoignages? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose là-dessus? Une dame. Alors, soit vous, pardon, vous pouvez parler fort pour qu'on vous entende? Si vous pouvez juste vous lever, comme ça, Peut-être ça vous va, lever, là, ouais. ça va vous aider. Ouais, ça va pas être. C'est un peu rendu compliqué parce qu'on peut pas faire circuler le micro, tout ça, mais. Sur l'intuition? L'intuition, ouais. Ben, oui, parce que c'est une question très complexe. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les recherches vraiment scientifiques sur l'intuition, on se rend compte que l'intuition, c'est pas comme on le disait autrefois, un truc de bonne femme ou un sort de sixième sens. Parce que pendant longtemps, on a opposé l'intuition à la raison. On se rend compte aujourd'hui dans les études en neurosciences que l'intuition, c'est souvent un savoir dont on n'a pas le temps de comprendre les tours et les détours dans notre esprit. C'est comme une sorte de flash rapide, mais qui agglomère, rassemble un grand nombre de connaissances. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Toutes ces recherches, par exemple, Gigerenzer au Planck Institute a fait beaucoup de recherches sur ces questions, que je trouve tout à fait lumineuses. Et donc on comprend que l'intuition, c'est souvent une forme de savoir, et souvent un savoir qui est libéré de la conscience. Alors là, je fais juste une parenthèse. Ma conviction, c'est que le grand malheur dans lequel on est, c'est de la pleine conscience. Je suis désolé, parce que ça fait un peu bizarre, puisque la méditation, c'est la pleine conscience, mais moi, je crois que l'enfer pour un être humain, c'est d'être dans la pleine conscience. Parce que la conscience, si je suis tout le temps dans la conscience de ce que je sais, je suis coupé de l'intuition, de tout ce qui est plus originaire. Et moi, je trouve que ce qui me rend heureux dans la vie, c'est que ma conscience, elle est entre parenthèses, et il y a quelque chose d'autre qui apparaît, dont l'intuition, dont l'émotion, dont la sensation, dont un savoir que je ne sais pas d'où il vient et qu'il faut interroger. Et donc, oui, comment rester serein quand tout s'effondre? Ça nécessite de faire confiance dans l'intuition, mais plus largement dans toutes les ressources qui sont en nous et que je ne peux pas contrôler, dont je ne peux pas prendre conscience, que je peux juste faire confiance. Et donc moi, je suis un avocat de préférer la pleine confiance à la pleine conscience. Et c'est l'antidote, l'antipode. Vous parlez aussi de pleine présence. Hein. Oui, pour la méditation, je parle de pleine présence. Mais pleine présence, mais là, oui. Mais au fond, la pleine présence, c'est quoi? C'est d'apprendre à faire confiance. Moi, je raconte toujours l'anecdote, donc mais je pense que je n'ai pas encore raconté ce soir. Un jour, j'ai compris ce que c'est la pleine conscience quand j'ai essayé un jour d'être pleinement conscient pendant que je nageais, parce que j'aime bien nager. Et là, j'ai cru que j'allais couler. Parce que essayer d'être conscient du mouvement de vos bras et de vos jambes en même temps, ce n'est pas possible. C'est parce que vous êtes un garçon, en fait. Nous, les filles, on y arrive. Oui, peut-être. Je dis ça, je dis rien, hein, mais... Pour un garçon, c'est pas possible. Et donc, vous comprenez que là, vous devez faire confiance à quelque chose que votre corps, lui, et lui seul, sait. Il faut faire confiance à quelque chose. Et vous ne pouvez pas avoir conscience de ça. C'est une sorte de pilote automatique, en fait. Non. Non ? Bah, si, parce qu'il y a un moment où il y a des gestes très machinaux. Oui, mais je sais pas, c'est pas complètement machinal. Et si on réfléchit à tout ce qu'on fait et à tous ces gestes, on marche plus. C'est comme c'est comme la coccinelle et le mille pattes. La coccinelle, elle est au mille pattes. Mais comment tu fais pour marcher? Quel est le premier pas que tu fais? Et il n'arrive plus à marcher. Ben voilà. Et au fond, dans la vie, les moments les plus heureux... Moi, je racontais ça un jour dans un cours. Tout le monde était un peu en colère parce que les gens, ils ont l'habitude de parler de la méditation comme pleine conscience. Et puis, il y avait une sage-femme, elle dit « Ah, ça y est, j'ai compris ce que vous dites. Moi, ça m'arrive au boulot. Il y a des moments, il y a un coup de chaud. Et là, il faut que je laisse tomber la conscience. Je fais ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas comment je le fais. Mais après plusieurs heures, je me dis « Mais comment j'ai fait ce que j'ai fait ?» Elle me dit « C'est les moments les plus heureux de ma vie. »
Mais c'est comme le joueur de jazz qui improvise. Ce qui rend heureux dans la vie, c'est qu'on fait des tas de choses, et au fond, on n'a pas conscience, on se laisse porter par quelque chose, et c'est jubilatoire. Ça, c'est jouissif. Mais c'est tout bête. Si là, je vous parlais en essayant d'être conscient de chaque mot que je suis en train de vous dire, vous allez vous dire, tiens, on a Emmanuel Macron devant nous, ou un homme politique. Non. Et au fond, quand on parle, l'important, c'est de s'oublier et que ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire. Je fais une parenthèse ici. Je ne suis pas du tout contre la pratique de la pleine conscience. Hein. S'il y a des gens qui pratiquent la pleine conscience, il y a toujours un malentendu. Je trouve ça formidable. Kabat-Zinn est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis en partie son éditeur. J'aime beaucoup le travail de John Kabat-Zinn. Mon problème, il est juste sur l'idée que la méditation s'appelle pleine conscience. Et John Kabat-Zinn n'a jamais appelé la méditation pleine conscience. Donc, je n'ai rien contre la pratique de la pleine conscience. Mais je pense que l'idée de pleine conscience est une idée absurde, et l'intuition est un bon exemple, puisque l'intuition, c'est comme nager, c'est faire, ça ne dirait pas forcément un pilotage automatique, mais c'est faire confiance dans des ressources que je ne peux pas contrôler. Et dans la vie, ce qui importe, c'est il y a des choses plus grandes que ce que je peux contrôler, ce que je peux savoir de moi-même. Et ce qui rend heureux, c'est de retrouver confiance dans cette dimension-là. C'est ça que je parle de confiance. Et c'est ça, à un moment, il y a un grain de sable, et est-ce qu'on fait confiance à ça ou pas ? Il y a quelque chose comme une voix qui vous dit non, et vous dites, est-ce que je fais confiance à ça ou pas ? Est-ce que je laisse venir ? Est-ce que je rentre en résistance ? J'ai pas oublié qu'il y avait une deuxième question. Parce que... Trois même. Alors, on va essayer. Si vous arrivez, je la répéterai au micro pour que tout le monde l'entende. Ouais. Oui, c'est pénible. Mais Martin, le dicton qu'on attribue à Martin Luther qui dit « Même si je sais que demain c'est la fin du monde, je plante aujourd'hui un arbre », est-ce que vous le rejoignez C'est le cœur de mon livre. Vous avez lu mon livre. Comment vous avez lu mon livre avant même qu'il soit sorti ? Donc ça veut dire que je suis très très cohérent dans mon propos. Est-ce que c'est le cœur de mon livre ? Parce que je trouve que ça, c'est vraiment fondamental. C'est une phrase absolument, c'est tout à fait extraordinaire. Et vous savez où il a dit ça ? Parce que j'ai cherché pour mon livre et j'ai pas retrouvé. Et donc, en tout cas, ça c'est quelque chose... On redit peut-être juste la phrase, parce que, oui. pardon... La phrase, c'est, si on demande à Martin Luther, qu'est-ce que vous feriez si demain c'est la fin du monde ? Il a répondu, je planterais un pommier. Et je trouve que ça, c'est pour moi, cette phrase m'a énormément... c'est une des clés, il y a 2-3 clés dans le livre, et ça c'est une des 2-3 clés dans le livre, parce qu'elle ouvre le sens de ce que ça veut dire l'espoir. Et je trouve que nous sommes une société d'une crise de l'espoir. Aujourd'hui, avoir de l'espoir, c'est vraiment nul, c'est ringard, c'est naïf. Mais moi, je ne vois pas comment on peut se lever demain si on n'a pas de l'espoir. Et je veux bien qu'on nous raconte. Et l'espoir, c'est pas béat, c'est pas naïf, c'est pas se dire c'est ça. Ce sera formidable demain. C'est pour ça que l'histoire de Luther, elle est géniale, parce qu'il n'a pas de l'espoir que demain aille bien. Demain, c'est peut-être la fin du monde, mais l'espoir, l'espérance, c'est de ne pas renoncer à ce qui fait le sens le plus profond de mon humanité. Et de s'ouvrir, de rester ouvert à l'avenir, c'est ça qui fait le sens de la vie, même s'il n'y a pas de demain. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est très important, parce que nous, on a perdu le sens de l'espoir, parce qu'on est dans la prospective. Et on ne croit plus que dans la prospective. Et je crois que c'est une catastrophe. Parce que, de la même manière que je ne crois pas dans la pleine conscience, je ne crois pas que la prospective puisse tout faire, parce que je crois qu'il y a toujours quelque chose comme de l'incertain, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui échappe et qui fait le sel de la vie. Et donc l'espoir, est paradoxalement plus rationnel que la rationalité. Il y a les philosophes ont tendance à dénigrer l'espoir, particulièrement Spinoza, qui n'a pas de mot assez dur pour l'espoir, parce que pour lui, ça lui semble naïf, puisque c'est plus dans le rationnel. Je ne suis pas du tout du côté de Spinoza. Je pense que Spinoza manque une dimension profonde de l'existence humaine, et que l'espoir
est rationnel en ce sens qui maintient ouvert cette dimension d'incertitude qui est au cœur de l'existence et du réel. Et je crois que c'est très très inspirant pour nous de garder espoir que nous ne pouvons pas renoncer à notre humanité là aujourd'hui. C'est ça, comment rester serein quand tout s'effondre en restant profondément humain et en gardant ainsi l'espoir. Et on a d'autant plus raison que, comme le dit Edgar Morin, en réalité, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. C'est pas vrai, personne ne sait. Personne ne pouvait savoir qu'il allait avoir la crise du Covid avant qu'il y ait la crise du Covid. Et Edgar Morin, j'aime bien, il donne souvent l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Personne ne pouvait deviner qu'il y avait à avoir ce retournement, que les États-Unis allaient entrer dans la guerre, que la bataille de Russie allait être perdue par les Allemands pour toutes les raisons que vous savez, la bataille de Stalingrad. Il y a toujours quelque chose d'incertain, surtout lui qui a vécu cette époque-là. Il parle de ça. Et donc, au fond, on a raison. Luther a raison d'avoir de l'espoir, même si ça semble illogique. Et je crois que cette phrase est extraordinaire parce qu'elle montre bien quelque chose du paradoxe le plus profond de notre humanité. Et c'est ça que je voudrais... Au fond, mon travail, il essaye de essayer, comme je disais, de manger encore plus de pain d'épices dans le moment présent, d'essayer de garder ouvert l'avenir. Donc moi, je suis tout à fait opposé à cette sorte de l'instant présent, l'instant présent, l'instant présent. Je crois que pour vivre, on a besoin, certes, d'être dans le présent, mais en gardant ouvert la dimension de l'avenir, d'avoir confiance dans la possibilité de l'avenir. Puisque vous avez vu se lever un troisième doigt, moi je ne l'avais pas vu. Il y a quelqu'un, une troisième question, c'était ça? Non? Monsieur. Ah, vous l'avez toujours? Je vois rien. Hein. Non. Vous me le direz après si c'est dommage ou pas. Alors vous parlez de sérénité, de la manière de traverser les épreuves, ok, tout ça c'est très bien, mais il y a quand même un autre aspect dans la vie, c'est de rechercher l'épreuve, c'est de rechercher la difficulté. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours animé. C'est clair. Quand j'avais 15 ans, je voulais qu'une chose, aller à la découverte, je voulais pas de plein d'épices, je voulais là où c'était difficile, c'est là où ça me faisait mal. J'ai toujours fait. C'est clair. C'est vrai. Alors, j'essaye de synthétiser. Monsieur parle de sa recherche d'aventure, de sa recherche de sensations. En fait, vous avez aimé être déstabilisé. Vous avez cherché la cogne, quoi. C'est ça. Il a fait de la boxe, voilà, par exemple. Non, mais voilà, c'est cette clair, recherche. Mais c'est ça. Donc le Bien risque. sûr, parce que c'est ça que je décrivais. Il y a une dialectique entre la sécurité et l'insécurité. Plus vous entrez dans l'insécurité, vous le faites à partir d'une forme de sécurité. Vous cherchez pas, oui, parce que vous avez, si vous traversez le lac à la nage et que vous essayez d'aller plus loin que vos limites, c'est parce que vous avez confiance. Il y a quelque chose qui vous habite. Vous n'êtes pas fou. Mais vous sentez que dans l'épreuve, oui, mais vous sentez que dans l'épreuve, vous êtes plus vivant. Et donc, c'est ça la question. C'est ça. C'est ça. Et pousser les limites, le moment mais intense. pousser les limites, c'est être plus vivant. Mais en réalité, vous voyez, vous pouvez aller dans l'inconnu parce que vous avez une certaine confiance. Et c'est un cercle vertueux, parce que plus vous allez au-delà de vos limites, plus vous avez confiance que vous pouvez faire encore d'autres choses. Et c'est ça que je décrivais à l'inverse. Quand on reste que dans sa zone de confort, elle se rétrécit, et on finit par avoir peur d'un rayon de soleil, et d'un peu de pluie, et d'un cancrelat, et d'une souris, et on a de plus en plus peur. Alors que quand on s'ouvre, on se rend compte, et donc on peut travailler. Soit on a, comme vous, la chance d'avoir la passion qui permet d'avoir l'allant qui fait qu'on entre dans le risque, et sinon, ça s'apprend. Et vous avez tout à fait raison. Je traduis, monsieur n'a peur de rien. Mais c'est vrai. Non, mais... Oui, mais sans doute parce qu'en plus, vous avez éprouvé ça.
Mais après, si vous avez peur de tout, ce qui serait plutôt mon cas, ça va aussi. C'est pas... Moi, j'ai peur de tout, mais on peut aussi ne pas se laisser guider par sa peur. Voilà, moi, j'ai peur de tout, mais j'essaye que c'est pas elle qui décide de tout. Peut-être une question, la question du sang. Ah pardon, il y avait encore une main. Allez, on essaye, puis après on reprendra un petit peu le fil. Dites-nous. C'est moi, oui. Oui. Alors la question de la pleine présence de l'instant présent. Voilà. Alors, c'est-à-dire que pour moi, méditer, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'écoute. Donc je suis présent. Je trouve de la force en me posant. Je sens le mouvement de la respiration qui donne une certaine aération et mouvement à la présence. Donc déjà, c'est pas statique. Donc c'est pas conscient. D'abord parce que c'est lié à l'écoute, au corps, à la respiration. Donc on voit bien que c'est pas conscient. Et après, le quatrième point que j'ai dit, c'est ouvert. Je suis ouvert à ce qui se passe. Donc vous êtes ouvert à l'avenir, vous êtes ouvert au réel. Et cette ouverture, elle est déjà attente, présence. Donc vous êtes à la fois dans le présent, mais à la fois, il y a une sens de confiance qui se dégage. Et c'est ça qui me semble l'ouverture à l'avenir. C'est pas juste je jouis que je suis là. Bien sûr, je peux avoir un bonheur d'être là, mais ça inclut aussi une ouverture. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que c'est ça qui va nous aider dans la vie, et particulièrement quand on a des moments difficiles. C'est qu'on se réancre, ça donne de la force, et en même temps, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est ouvert. Et c'est ça qui me semble nécessaire. Donc pour moi, il y a une articulation profonde entre la méditation et l'espoir, et l'ouverture, et la confiance, et la possibilité d'aller de l'avant. Et je crois que la méditation et la sérénité, en tout cas comme je l'entends, est inséparable du fait de voir devant soi, de pouvoir ouvrir les yeux devant soi. Et au fond, on pourrait dire, j'aime bien le moment présent si c'est les yeux ouverts devant soi, j'aime moins le moment présent quand c'est je ferme les yeux et je me centre sur moi-même, ou comme je dis des fois, je me centre sur moi-même et encore moi. Ça me semble un peu nécrosé comme perspective. Et moi, ce qui m'importe, c'est on a les yeux ouverts, on regarde devant soi, quelque chose s'ouvre, on a envie d'aller de l'avant. Et ça me semble important. Et à ce moment-là, la méditation, elle est plus du côté du courage, de l'allant, de la force, de la confiance, que des images qu'on a habituellement. Je crois que concrètement, c'est ça que nous avons besoin. Alors, j'ai bien conscience que mes propos sont un peu provocateurs par rapport à un certain discours sur la méditation, mais je crois que c'est important d'adapter la méditation aux problèmes que nous rencontrons. Et donc, j'essaye au lieu de répéter toujours la même chose, d'essayer de voir en écoutant ce qui se passe. Comment ajuster? Oui, comment ajuster au moment. Et donc, moi, j'ai employé le terme pleine conscience à une époque. Puis à un moment, j'ai vu que les gens ne comprenaient pas la pratique. Et à un moment, je faisais la méditation autrement. Mais je me rends compte au bout d'un moment que les gens ne regardent plus que le doigt et pas la lune. Donc, je voudrais qu'on comprenne que ma critique de la pleine conscience et tout ça n'est pas faite de manière agressive ou dogmatique, mais on va le prendre comme une remise en question, une réflexion. Voilà, comme une remise en question pour essayer d'inventer une nouvelle forme de méditation qui nous répondrait davantage. J'aimerais qu'on parle du pourquoi, Fabrice, parce que c'est vrai que face à un effondrement, une difficulté, on a souvent tendance à chercher le sens. Pourquoi ça m'arrive à moi? Alors, je ne sais pas combien on est à s'encombrer avec ce genre de questions, mais cette question du pourquoi, elle est souvent là. Utile, pas utile? Je vous le fais schématique. Moi, je trouve que le sens est important quand c'est une boussole et pas un GPS. Et qu'aujourd'hui, on voudrait que le sens soit comme un GPS. Donc on voudrait que le sens soit entièrement prédéterminé. Quand on a un problème, on doit savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que je vais faire, que tout soit en ordre.
Je crois que le sens est comme une interrogation. C'est une manière de questionner pour essayer d'ajuster, de s'affiner. Et que ça, c'est important. On a tous besoin de comprendre ce qui nous arrive, d'explorer ce qui nous arrive. Mais quand ça devient la recherche presque mécanique de pourquoi, ça devient un enfermement qui nous enferme. Et dans mon livre, j'ai une longue méditation, enfin longue. C'est un livre court, donc il n'y a rien qui est vraiment long dans le livre. Mais vous en avez pour votre argent. Hein. Enfin, c'est un livre court mais dense. Hein. Je le dis. Non, mais il est très dense votre livre. Et pardon, Fabrice, je dis juste que chaque chapitre est incarné par des histoires, parce que c'est la force, c'est que notre envie d'identification, voilà, ça nous parle de manière parfois abstraite, mais aussi extrêmement concrète à travers des récits et des histoires qui forcément vont nous toucher à un moment ou à un autre. Voilà, pardon, je ferme la parenthèse. Et donc, j'essaie de repenser l'histoire de Job qu'on trouve dans la Bible. Et Job vit un grand nombre de malheurs. Je ne vais pas tout raconter l'histoire de Job, mais juste un point, vit un grand nombre de malheurs. Et ses amis viennent en essayant de trouver une raison à son malheur. Et Job leur dit, mais arrêtez. Après, il essaie de montrer qu'il est coupable, qu'il a dû profaner Dieu pour être puni, et que c'est de sa faute. Et Job lui dit, mais vous ne pouvez pas juste être comme des amis qui sont avec moi et qui me soutiennent dans l'épreuve. Et ils n'arrivent pas. Ils préfèrent leur théorie à l'amitié véritable. Et donc la question du sens est nécessaire, mais il faut faire attention que le sens n'empêche pas une relation de vraie fraternité avec l'autre et avec nous-mêmes. Et au fond, c'est ça que je préfère, ce sens-là, de pouvoir juste être là avec quelqu'un qui est en difficulté. Et des fois, c'est être juste là avec soi-même. C'est ça. Et au fond, là, c'est ça, la sérénité. Moi, je suis pour la sérénité plutôt que la sérénité de Spinoza, qui est au-delà des circonstances du monde. Je préfère la sérénité dont parle le livre de Job, qui est resté dans une énigme incompréhensible, où ce qui est nécessaire, c'est une affection et une amitié réelle. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'être actif pour comprendre le sens. Non. Et que souvent, le sens nous arrive, nous apparaît, à un moment ou à un autre, à un tournant plus loin de notre vie. Absolument. Et que la recherche, finalement, est souvent vaine. Absolument, parce qu'en plus, la recherche du sens, elle est souvent abstraite, conceptuelle, et pas incarnée. Et que le sens, il vient du plus profond de nous. C'est en nous qu'on le sent. On sent, oui. Ça, là, c'est vrai. C'est vrai que le sens a à voir avec une forme de sincérité. Et en ce moment, j'aime bien, quand j'essaie de redéfinir la méditation, en ce moment, j'ai l'impression que là où j'en suis, ce que je peux dire, c'est méditer, c'est apprendre à être sincère avec ce qu'on vit. Donc, vous pouvez découvrir la méditation pour essayer. Des gens, ils vous promettent, grâce à la méditation, d'être calme. Il y en a qui vont vous promettre d'être zen. Il y en a qui vont vous promettre. Moi, la méditation, ce qui me semble qu'elle fait, c'est elle nous remet en rapport à ce qu'on est, à ce qu'on vit. Elle nous rend sincères, honnêtes, intègres. Et je crois que c'est ça la sérénité, c'est cette intégrité. Question ? Réponse ? Oui, madame. D'abord, la première chose, c'est que moi, je ne crois pas que la... Pardon, oui, je reformule. La méditation de soi et les autres. C'est ça, parce qu'effectivement, on est quand même beaucoup autour de notre nombril là. C'est clair, c'est pour ça que quand je fais les premiers exercices que j'ai faits, c'est écouter, pour justement montrer que méditer, ça n'a rien à voir avec le fait de se centrer sur soi-même, puisqu'on écoute ce qui se passe à l'extérieur de soi. C'est ça que je commence maintenant comme ça la méditation, parce que moi j'en avais marre de tous ces gens qui méditent. Moi. Donc ça, je trouvais ça assez fatigant, je dois dire.
Et donc j'avais envie d'une... Je trouvais que l'expérience, en tout cas de méditation, comme j'ai pu la recevoir, c'est plutôt on écoute. Et donc c'est tout de suite une dimension relationnelle. Vous êtes déjà en relation. Après, bien sûr, vous vous ancrez dans le corps, mais pour trouver de la force, pour pouvoir vraiment être en relation. Et donc ça commence par l'écoute, après on centre, après on respire, donc on aère déjà même sa présence, on est déjà moins centré sur soi, on l'aère. Et après, j'ai dit, et le quatrième point, on est ouvert, il y a de la place pour rencontrer ce qui se passe. Et donc on commence par l'extérieur et on finit par l'extérieur. Et on a juste passé un moment à travers soi, mais juste pour trouver de la force, pour que cette ouverture soit là. Donc moi, je ne crois que dans la méditation relationnelle. Et par exemple, dans l'école de méditation, on est en train de travailler beaucoup à transmettre la méditation aux personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de l'école de méditation aujourd'hui, la principale école dans le monde francophone. Donc beaucoup de gens sont formés à la méditation, donc on est en train de travailler à encourager les gens qui ont déjà de l'expérience de la méditation dans nos membres, de donner un peu de temps bénévole pour transmettre la méditation aux personnes âgées. Et une des choses qu'on se rend compte, c'est qu'il ne s'agit pas de leur transmettre aux personnes âgées, fermez les yeux, faites le vide en vous-même pour atteindre la sérénité, parce que là, ce n'est pas tout ça qu'elles ont besoin, mais comment on peut partager un moment de présence et comment ça peut énormément aider quelqu'un qui est isolé, qui sent son existence restreinte, de voir quelqu'un qui vient et qui partage un moment de pure présence, de pure tendresse, sans rien avoir à faire, et que ça réconforte. Donc on travaille beaucoup en ce moment avec des médecins, des gériatres à mettre au point une perspective de méditation, mais ça montre bien que la méditation elle est entièrement relationnelle. Avec les personnes âgées, on voit bien, c'est presque que ça qu'elles ont besoin, d'une relation qui se base dans le partage de la présence. Fabrice, dans le livre, donc, au fur et à mesure des chapitres, vous racontez des histoires. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, vous faites flèche de tout bois, c'est-à-dire le skateur, le concierge, comme les grands auteurs. Enfin, vous apprenez de chaque chose. Et j'ai l'impression que les situations nourrissent vraiment votre réflexion. Et on aurait peut-être tous aussi intérêt à imiter, et je dis pas imiter, mais en tout cas, on manque peut-être d'ouverture, on manque peut-être d'éveil, on manque peut-être de capacité à observer. Alors voilà, vous êtes philosophe, vous avez votre manière de vivre les choses, et nous, on aurait peut-être à tirer quelque chose de ça. On peut apprendre de chaque chose, à chaque instant. C'est clair, par exemple, ça me permet de reprendre la question, parce que j'avais oublié ça et vous le mentionnez. En bas de chez moi, il y avait un terrain où il y avait des skateurs en permanence, qui faisaient plein de choses. Puis à un moment, les gens ont eu peur qu'ils se fassent du mal. Donc on a mis des plots pour qu'ils ne puissent plus rien faire. Et on se dit, mais où on va ? On veut tellement plus que les gens prennent le moindre risque, on a tellement peur qu'il leur arrive quoi que ce soit, mais qu'on est juste en train de tuer la vie en eux. Et ça fait quoi ? Un être humain qui ne peut plus prendre de risques. Moi, un des sujets qui me passionne aujourd'hui, c'est le fait qu'une génération d'enfants n'a plus aucun contact avec le plein air. Ne savent plus ce que c'est une vache, n'ont jamais monté dans les arbres, ne font pas de cabane. Plein de parents ont peur que leurs enfants se blessent, donc on les laisse à la maison. Et après, on se plaint qu'ils regardent la journée entière avec leur téléphone et sur les écrans. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on a tellement peur du risque qu'on ne laisse plus les enfants explorer le monde. Et c'est ça qui rend heureux, c'est d'explorer le monde. Donc, bien sûr, il y a besoin de confiance et de sécurité, mais bien sûr, peut-être ils vont se faire mal, mais à vouloir qu'ils se fassent jamais mal, on les tue d'une autre manière. Et là, c'est encore un autre exemple dans Hansel et Gretel. Les écrans pour les enfants, c'est le pain d'épices dans Hansel et Gretel. On pense que ça va les aider, mais on les enferme. Les enfants, ils ont besoin de prendre des risques, d'aller jouer dans la nature, d'aller voir ce que c'est les animaux, d'être surpris. C'est fascinant de vivre ça. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est la première génération des enfants dont certains enfants n'auront jamais connu ça. On ne veut pas qu'ils aient plein de boue sur eux, on ne veut pas qu'ils marchent dans les flaques d'eau, mais comment ils vont grandir ?
on leur apprend l'impuissance. Et ça, c'est très profond. C'est ça que je voudrais essayer de... Un monde dans lequel on se protège de toute incertitude, c'est un monde qui est plus vivant. C'est pour ça que j'aime bien votre question, que je trouve très pertinente. Monsieur le kamikaze. Il faut, sans être kamikaze, ça vaut la Non, mais peine voilà, de... Ça de vaut la vivre. peine, ça vaut la peine de... On est tellement heureux quand on prend un risque et qu'on a réussi. Et qu'on éprouve Oui. des choses. Parce que oui. le corps aussi, voilà, il faut Et éprouver. c'est comme ça qu'on a confiance. On n'aura jamais confiance, contrairement à tout le discours sur l'estime de soi, en se regardant dans la glace et dire « je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je m'aime comme je suis ». Ce sont les situations qui vont nous forger. C'est le réel. C'est vrai que je sais, un peu étonnant par rapport au discours sur la méditation, mais c'est le réel qui nous donne confiance. C'est parce qu'on entre dans le réel, parce qu'on fait des choses. C'est pas parce on se regarde, on dit je suis formidable, je suis formidable. Non, j'y crois pas du tout. Si, je suis formidable. Non, on a besoin d'entrer dans le réel, on a besoin de faire des choses. Et de se frotter aux autres, et ce qui rend, parce que je vois le temps passer juste, mais par rapport à l'effondrement et la situation d'aujourd'hui, éprouver, ressentir, se coltiner à l'autre, vivre des expériences, c'est formidable, mais un petit peu difficile. Il n'y a pas de palliatif. C'est difficile. Vivre, c'est difficile. Maintenant. Mais toujours vivre, c'est difficile. Et une fois qu'on sait que vivre, c'est difficile, c'est fantastique. Mais quand on veut que vivre soit pas difficile, ça devient une torture. Et une fois qu'on accepte que vivre, c'est difficile, ça devient fantastique. Voilà, c'est ça un peu le résumé de mon propos. Danser sous la pluie. Danser sous la pluie. On fait un pas de deux, Fabrice, Gene Kelly et... Bon, voilà, il est 17h30, je ne sais pas très bien comment faire. Est-ce que je vous laisse encore une minute, Fabrice, si quelque chose est important à partager maintenant? Est-ce qu'on essaye de voir si encore un doigt se lève? Est-ce qu'on se quitte comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un doigt qui se lève? Ah! Il y a deux. Ben, vous avez qu'à poser vos deux questions. On va finir avec les deux questions. Réponse courte. Très Question bien. courte, réponse courte. Non, allez-y. voilà. Allez-y, je vous en prie. Poser les questions fondamentales? Alors là, nous avons 3 heures devant nous. Les questions fondamentales, Fabrice. Non, c'est très simple. Thèse, antithèse, synthèse. Donc la question, c'est, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions fondamentales. Pourquoi vivre? Quel est le sens de l'existence? Moi, je parlais des questions qui me gênent. C'est les questions pourquoi il m'arrive ça, de vouloir absolument comprendre. La question pourquoi je vis est une question fondamentale. Elle est formidable tant qu'elle reste une question. Et on sait qu'il n'y aura pas de réponse. Mais le fait qu'il n'y a pas de réponse ne veut pas dire que poser la question n'a pas de sens. Et se la poser régulièrement, ça nous permet de rester sur le qui-vive. Et vous voyez, donc il y a complètement une différence entre je pose une question dont je veux avoir une réponse pour que ce soit fini et que j'ai fermé, et la chose fondamentale qui est au cœur de l'existence, qui était le grand héritage que nous a laissé Socrate et qui fait, à mon avis, le côté génial de la civilisation occidentale, c'est je pose des questions, même si, comme dit Socrate, je sais que je ne sais rien. Mais que cette interrogation, elle maintient le sens profond de la vie. Et c'est ça qui importe, c'est ça qui nous laisse sur le qui-vive. C'est ça qui fait qu'on n'est pas fermé. Et on retrouve bien ce que j'ai dit avant, on a à la fois une certaine sécurité pour poser la question quel est le sens de la vie. Quand on est trop au fond du trou, on n'a plus la force. Donc on a une certaine sécurité. Et en même temps, en posant cette question, on ne se laisse pas enfermer. Et au fond, c'est très important. Moi, régulièrement, c'est presque une pratique que je fais. Mais au fond, qu'est-ce que je veux de mon existence? Est-ce que là, je ne me laisse pas embarquer par les besoins, les projections sociales? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et repasser par là régulièrement, de prendre ce rendez-vous avec soi, ça permet de revenir à l'essentiel. C'est fondamental. Alors, j'ai reçu, moi, la méditation il y a une 30aine d'années dans le bouddhisme tibétain.
et particulièrement par d'abord un neuroscientifique qui s'appelait Francisco Varela, qui a eu une grande influence, qui était lui-même un étudiant de Chogyam Trungpa. J'étais très marqué par cette tradition tibétaine. Et puis, je me suis rendu compte que la meilleure manière d'être fidèle à la méditation qu'il m'avait montré, c'est de ne pas confondre le sens de la méditation avec des aspects culturels tibétains, et que souvent je trouvais qu'on confondait les deux. Donc ça, c'était vraiment un moment important de mon chemin. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment l'équivalent de ce que j'avais découvert dans le bouddhisme, dans le christianisme, et qu'il y a eu plein d'écoles, particulièrement des écoles d'oraison dans le christianisme. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis je me suis rendu compte que cette expérience, elle était aussi l'apanage de beaucoup de poètes qui parlent de cette expérience de présence. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'explorer qu'est-ce qui parle de cette expérience d'ouverture, de présence. Puis après, j'ai pas mal travaillé avec des neuroscientifiques parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui permettent de mieux comprendre cette expérience. Et puis aussi, il y a tout un discours philosophique, particulièrement dans les écoles de sagesse ancienne, qui parle de ces expériences. Donc ce dont je parle, c'est quand même d'abord peut-être marqué par la transmission directe que j'ai eue par des maîtres de la tradition tibétaine. Et j'ai eu vraiment le sentiment que je leur étais beaucoup plus fidèle en ne faisant pas que répéter ce qu'ils disaient, mais en revenant à la source de ce qu'ils me disaient. Mais c'est vraiment très nourri, confronté à ce que peut dire le christianisme, mais aussi le judaïsme, mais aussi l'islam, mais aussi la poésie, mais aussi la philosophie. Voilà, disons un peu. Vous avez écrit sur la méditation, Fabrice. Je sais pas quelle lecture on pourrait recommander, si jamais, sur ce sujet. Sur la méditation ? Oui, sur la méditation pure. Sur la méditation. Enfin, le sujet de la méditation. Bon, peut-être Foutez-vous la paix permettre d'avoir vraiment un éclairage sur la méditation. Mais après, je crois, le mieux, plus qu'un livre, c'est de faire un cours et de le faire. Allez. Parce que quand vous êtes... C'est bien de lire, mais c'est vraiment mieux de vivre l'expérience. Donc, bon, il y a les 3 centres aujourd'hui. Genève, Lausanne, Neuchâtel, où vous pouvez découvrir la méditation comme elle est présentée dans l'école. Et puis, il y a tous ces cours que je fais. Sur mon site, c'est indiqué quand je les fais. Et là, il y a vraiment un partage d'une expérience directe. Et après, je pense qu'il y a une limite. Voilà, le livre peut faire quelque chose, mais sur la méditation, je pense que oui. c'est plus fécond. Je vous renvoie vraiment à la lecture de Comment rester serein quand tout s'effondre. Et je disais à Fabrice avant qu'on se rencontre, je disais que je pense que c'est le livre le plus grave et le plus utile que vous ayez fait jusqu'à maintenant. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas si ça... Non, si, ça va, vous le prenez bien. Très, je suis très content. Donc aux éditions Flammarion, en avant-première ici, vous pouvez vous procurer le livre. Si vous souhaitez effectivement le livre et une signature, la présence de Fabrice après ce débat, vous restez dans la salle. Les autres, on vous remercie infiniment. Et moi, je vais là-bas, tout de suite, c'est ça ? Non, je sais pas, il faut rester là. Enfin, on va attendre les ordres. Je crois qu'il ne faut pas faire de bêtises. Non, je pense que c'est mieux, ça serait plus logique que je sois le premier à sortir pour que les gens qui sortent me trouvent, ceux qui vont pouvoir signer le livre me trouvent tout de suite. C'est peut-être bien en fait. Vous êtes un garçon logique en fait finalement. Hein ? Très. Et puis dire qu'on a fait une émission, on fait un peu notre pub. On a enregistré une édition d'Écosystème qui passera dans 2 semaines. Donc le samedi